Intégral Placement, le face-à-face. Face-à-face entre Sébastien Corchia et Philippe Béchade. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Sébastien Corchia, le directeur des gestions actions de Mescart Asset Management, et Philippe Béchade, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Inévitablement, on va verser dans les bilans perspectives. Sébastien, comment est-ce que vous jugez chez Mescart cette année 2015? Votre petit camarade de jeu, Frédéric Rosier, nous disait hier plusieurs années dans une même année? Oui, ça pourrait être un résumé. Je trouve que finalement ça a été une année... Petit problème de micro, manifestement. Est-ce qu'il faut changer le micro? Bon, on va changer le micro de Sébastien. Du coup, on va commencer avec Philippe. Philippe, votre regard sur cette année 2015. Comment est-ce qu'on jauge finalement? Bah voilà, on va terminer quoi, autour de 9 et quelques pourcents? On revient là à plus 10. À l'instant, on tutoie les 4007. Pour moi, c'est une année où le marché est devenu encore plus mécaniste qu'il ne l'était, puisqu'on a vu de nouveau une montée en puissance des fameux ETF, c'est-à-dire en fait on achète le marché par panier, par lot. Ce sont des achats non discriminants. On a des marchés de plus en plus mécanistes parce que l'on a vu la corrélation entre l'évolution des indices européens et l'évolution de l'euro se recouper de façon quasi parfaite. Année totalement mécaniste également au niveau des prix de l'énergie et des matières premières. On a vu beaucoup de positions vendeuses. Tout le monde en fait se calait dans la roue des gros hedge funds qui taillent en pièces le pétrole, le cuivre, le fer. L'or a finalement mieux résisté. Il faut dire que l'or arrive, on va dire, aujourd'hui à son coût de production. Donc s'il baisse encore, on arrête de produire. Donc les prix théoriquement devraient remonter. Et puis une année toujours aussi mécaniste, puisque les marionnettistes en chef, les banques centrales, continuent de dire, et hier encore, qu'il y aura toujours autant d'argent qu'il en faut et que tout restera sous contrôle. Ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, les banques centrales ne contrôlent absolument pas l'inflation. Elles n'ont aucun pouvoir de la faire monter ou baisser, n'ont aucun contrôle sur la croissance. La seule chose que les banques centrales contrôlent par le verbe magique, c'est les devises. Et je pense que l'intervention de monsieur Yves Mersch hier était de nouveau destinée à montrer que on pilotera à nouveau l'euro. On reste quand même sur un 10 sur l'eurodoll malgré les déclarations de Mersch. Oui, parce que le marché est peut-être un petit peu plus étroit aujourd'hui, mais on verra certainement début 2016 si on voit par malheur l'euro repasser au-dessus des 1,11, on aura un déferlement de déclarations d'intention et on nous remettra le QE qu'on n'a pas eu début décembre à l'ordre du jour. Sébastien, avec un nouveau micro qui fonctionne, oui, donc c'est plusieurs années en une? En plusieurs années en une, oui, je dirais presque une année par trimestre, puisqu'on a eu quand même un séquençage assez extrême. C'est un peu l'année des extrêmes, on pourrait dire aussi. Un début d'année en fanfare, plus 20% très rapidement, on les repère, et puis après c'est de la volatilité. Au final, une année des extrêmes, on le voit avec les matières premières, qui aurait pu dire 12 mois plus en arrière, en définitive, que le pétrole allait tomber aussi bas et avec lui l'ensemble des matières premières. Peut-être il y avait un peu plus de consensus sur la parité euro-dollar, mais ça s'arrête là. Donc je crois que toutes les projections qui ont été faites en début d'année ont été battues en brèche. Alors effectivement, je suis d'accord avec Philippe sur un marché peut-être un peu mécanique avec beaucoup d'ETF. On a suivi avec beaucoup d'attention tous tout au long de l'année les flux de ce fameux ETF Wisdom aux États-Unis qui investissait sur l'Europe avec des montants colossaux. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est que finalement, il y a eu quand même là aussi des extrêmes dans les actions. Regardez les parcours assez extraordinaires des valeurs dites dollars et plus généralement des valeurs de croissance, et à l'inverse comment le marché a banni littéralement les valeurs cycliques, voire in fine à la fin de l'année les valeurs bancaires. Je vous rappelle qu'en début de l'année, c'est ce qui avait fait la hausse d'ailleurs des indices européens, c'était il faut jouer les valeurs domestiques et notamment les valeurs bancaires. Donc un marché qui s'est perdu lui-même, j'ai l'impression, un peu tout au long de l'année, plus vers la fin de l'année, et qui est très difficile à lire.
y compris dans ces toutes dernières séances, puisque vous le voyez, là aussi les statistiques habituelles, et il y en a beaucoup sur comment se comportent les marchés sur 20 ans, 30 ans, 100 ans dans la dernière semaine, ou plus largement dans le mois de décembre, même là ça ne marche pas, on dirait. Donc une année, j'allais presque dire, à oublier. Le CAC, Philippe le précise, revient vers les 10%. Remarquez, tout le monde commence tout le temps l'année en disant on va faire 10%, cette année on fera 10%. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Le consensus va avoir largement raison. Voilà, exactement. Pour pas se mouiller, on va dire ça. Mais l'Eurostoxx a flirté il y a quelques jours encore avec presque les zéros en définitive. Donc une année très compliquée. Puis c'était l'année des banques centrales et voilà. Bon, malgré tout, il reste quand même des sujets de préoccupation en cette fin d'année, notamment du côté des émergents. On voit, pour ne pas les citer, la Russie, on voit le Brésil, on voit quoi d'autre, la Chine également, tout ça. Du Sud avec l'effondrement du rand. Ça reste un vrai sujet d'inquiétude. Là, c'est dans le trend des matières premières. En grande partie, oui, évidemment, sauf la Chine, mais la Russie, premier producteur ou deuxième producteur, c'est que ça se joue à la marge. C'est un producteur de matières premières. L'Afrique du Sud, le problème, c'est que son sous-sol s'épuise, qu'on a un taux de chômage absolument colossal, et malheureusement, quand les mines ferment, ça fait des chômeurs par dizaines, voire centaines de milliers. Le Brésil, on est en plus de ça en pleine incertitude politique, et puis autour du Brésil, on a vu l'Argentine dévaluer le peso il y a 15 jours de 50%. Vous imaginez bien que pour un partenaire, le premier partenaire, quand le pouvoir d'achat chute de 50%, ça fait pas de bien. On a le Venezuela qui est au fond du gouffre. Ils peuvent remercier l'Arabie saoudite naturellement. Quels sont les pays qui finalement s'en tirent encore aujourd'hui, à part Singapour, l'Inde un peu peut-être, et l'Inde, on verra. C'est un pari. On peut essayer. C'est pas un marché très très accessible, et pour nos entreprises c'est assez compliqué. Et puis il y a la Chine. La Chine, aujourd'hui, les estimations, elles vont entre plus 3 et plus 6% de croissance. Alors personne, évidemment, ne prétend aujourd'hui que la Chine ferait 6,9. Les plus pessimistes voient une croissance, voire une amorce de récession. On a vu, en fait, les constructeurs automobiles européens progresser beaucoup parce que, par exemple, si on prend Peugeot, pratiquement la moitié des véhicules sont vendus maintenant en Chine. On va faire un très très gros pari sur la Chine. Or, les ventes en 2015 sont bien inférieures à ce qui était anticipé. On sera peut-être à de l'ordre de plus 4, plus 5. On était même tombé à 0 fin octobre, début novembre. C'est donc un coup de frein très très sérieux. Le jour où on prendra en compte le fait que les hypothèses ne se réalisent pas, je ne sais pas comment le marché, entre guillemets, va l'apprécier. Le problème, c'est heureusement, il n'y a plus de marché, puisque ce sont les banques centrales qui font les prix. Voilà, donc l'année prochaine, est-ce que les banques centrales gardent tout, absolument tout, sous contrôle, ou est-ce que le réel s'invite dans la valorisation? Si le réel s'invite, on s'apercevra que le problème est beaucoup plus large que les émergents, que la croissance aux États-Unis n'est certainement pas de 2 ou 2,5 comme on le prétend, et n'oublions pas également aux États-Unis, cette croissance est achetée à 100% à crédit. En tout cas, l'automobile, ce sont les deux plus fortes hausses pour le moment de l'indice CAC 40, puisque Renault et Peugeot tracent les deux premières places du bilan annuel de l'indice CAC 40, et a priori, ça ne devrait pas beaucoup bouger vu les performances de ces derniers jours. Les émergents, ça résonne quand même, ou effectivement c'est une zone dont on se méfie, Sébastien? J'ai souvent évoqué ici la problématique émergente avec la problématique matière première. J'ai souvent mis en exergue le sujet Brésil, qui pour moi a toujours été mal pricé par les marchés et qui est la partie la plus dangereuse, en tout cas en risque pour les marchés non émergents, c'est-à-dire les nôtres et notamment les États-Unis. Et c'est pas parce qu'on passe du 30 décembre au 1er janvier que ce risque disparaît. Il disparaîtra si d'aventure le prix des matières premières remonte. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'année 2016 qui va intéresser tout le monde, parce que aujourd'hui
aujourd'hui, dans ce fameux alignement des planètes qui sont les taux, les devises et les matières premières, on voit qu'on est arrivé à un niveau toxique. J'aime bien rappeler cette image du vaccin et du poison. Un vaccin, c'est du poison, mais en petite quantité, ça fait du bien. En grosse quantité, ça devient un véritable poison. On le voit sur les taux, avec les taux négatifs, c'est pas forcément la panacée. On le voit avec l'euro, et sur BFM, vous l'avez particulièrement bien expliqué tout au long de la journée, que l'euro c'était faible, c'était pas forcément la solution. Et sur les matières premières, aujourd'hui on arrive à des niveaux qui gênent tout le monde, qui gêne naturellement nous parce que c'est de la déflation importée, qui gêne les États-Unis parce qu'on voit qu'il y a un risque éventuellement sur les banques, notamment avec le pétrole, et qui gêne le monde émergent. Et donc à nouveau nous, et des zones qu'on n'imaginait pas être un jour un peu déstabilisées. Je pense à l'Arabie Saoudite avec des déficits budgétaires. Je m'aperçois qu'il va falloir découvrir le mot rigueur. Je ne sais pas d'ailleurs s'il peut le traduire. Ça va être compliqué dans des pays qui sont en plus des pays qui peuvent être facilement déstabilisés ou déstabilisables, et c'est un vrai problème. Donc le mot matière première, c'est un mot qui va rester à l'ordre du jour. Quand on met matière première, on peut aller jusqu'à l'agricole, et est-ce qu'avec l'agricole, il n'y a que de l'économie, que de la politique, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi de la météo? On entend de plus en plus parler d'El Niño. Alors pour tout le monde ne le sait pas, c'est un phénomène météo dans le Pacifique, mais qui pourrait avoir des répercussions ou pas? Je suis pas climatologue, mais pour le coup, je lis pas mal de choses depuis plusieurs mois sur ce sujet. Les spécialistes rapportent un peu partout dans la presse, sur Internet, que l'année 2016 va être une année El Niño, 2016-2017, mais il y a d'ailleurs des cartes qui sont publiées, qui sont assez frappantes, et qui montrent qu'un peu partout sur la planète, on va avoir, un peu à l'image peut-être de la météo actuelle, avec l'absence de neige, de l'autre côté des inondations assez importantes, on le voit en Angleterre, mais que ce genre de phénomène va s'amplifier tout au long de l'année 2016. Et va avoir des conséquences, alors qui peuvent avoir une traduction boursière, conséquences par exemple sur le prix des matières premières. Jouer El Niño en bourse. Oui, alors jouer, c'est un mot pour le coup, ça touche des populations, donc j'aime pas trop, mais pour le coup, on va parler d'impact boursier. Regardez d'ailleurs dans les chutes des matières premières 2015, celles qui n'ont que peu chuté, voire progressé, je pense au cacao ou à d'autres matières premières, ce sont les matières premières agricoles. Et en 2016, si on croit ces climatologues, et ce qu'ils nous montrent est assez probant, pour le coup, il y a une forte probabilité que le cours des matières premières agricoles progresse, et donc en bourse, plus difficile à jouer avec des titres en direct, mais il existe des paniers de matières premières agricoles. Et puis surtout faire attention peut-être aux assureurs, aux réassureurs. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été touchés. Et regardez la catastrophe anglaise de ces derniers jours. On indique qu'elle va coûter très très cher aux assureurs. Donc là, vous avez déjà un thème plus-moins qui se dégage à côté, je dirais, des thèmes pour l'année 2016 qui, à ce stade, j'ai tendance à dire, restent un peu les mêmes, c'est-à-dire préférence pour l'Europe. Après, chacun y va de son choix sur cyclique, non cyclique, etc. Mais au-delà de ces petits thèmes annexes, il n'y a pas de gros changements pour le début de l'année, en tout cas. Philippe, vous regardez ce qui se passe dans la météo en se disant qu'il y aura effectivement des conséquences sur les assureurs, sur certaines matières premières? La grosse tache rose-rouge allongée au-dessus du Pacifique au niveau de l'équateur, les conséquences, on les voit déjà. Alors, ça, c'est El Niño. Voilà. Aux États-Unis, en Californie, la Californie est le premier producteur notamment de salades et de légumes aux États-Unis. L'année dernière, j'étais au bord du lac Powell. Il manque 20 mètres, maintenant presque 25 mètres. En termes de volume, c'est la moitié qui s'est évaporé. Le Boulder Dam, celui qui est juste à côté de Las Vegas, c'est ce réservoir qu'exploitent toutes les industries agricoles de la grande plaine côtière de Californie, et les exploitants ont des droits sur cette eau stockée. Ils ont dit qu'ils l'exploiteraient jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout vider. C'est-à-dire que le jour où on aura vidé les deux grands lacs, le lac Powell et celui qui est juste à côté de Las Vegas, il n'y a plus d'eau. Il y aura plus d'eau. Donc la seule solution, ça pourrait être construire des usines de dessalement sur la côte californienne. Mais ça a l'air anecdotique, mais les enjeux, en réalité, sur la Californie, ce sont des milliards de dollars. C'est une industrie.
qu'on parle beaucoup de la Silicon Valley, mais l'industrie agricole en Californie, ça pèse vraiment quelque chose. Alors maintenant, si les prix agricoles se mettent à progresser, ça commencera effectivement d'abord par la Californie. Ensuite, ça pourrait passer en Ukraine, si jamais il y a une grande sécheresse. Le Brésil, principal producteur de soja, de tourteaux de soja, c'est ce qui sert à alimenter le bétail que consomme aujourd'hui la Chine, puisque la Chine est devenue le plus gros consommateur de viande au monde. Donc effectivement, si le climat se dérègle, les conséquences ne seront certainement pas neutres. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Sébastien. Allez, il nous reste 3 minutes pour vos wish lists respectives, vos listes de vœux. C'est plus la liste au Père Noël, c'est trop tard. Mais Sébastien, qu'est-ce que vous avez envie d'inscrire dans votre liste de souhaits, de vœux pour 2016? Écoutez, je reviens sur le mot matière première. Je pense que c'est une des clés importantes parce qu'on sait que les matières premières ont une relation avec les devises. Inverse, on l'observe. Les matières premières ont une relation avec l'inflation et donc avec les taux, etc. Donc tout ça, pour moi, c'est au cœur de tout. Et ce que j'aimerais bien voir pour la stabilité des marchés et finalement pour une progression plus saine et moins déséquilibrée, c'est une remontée, sans qu'elle soit extraordinaire, mais une remontée sur un cours un peu médian de l'ensemble des matières premières, pétrole et métaux notamment. Ça me paraît être faisable parce qu'encore une fois aujourd'hui. On peut imaginer par exemple que l'Arabie Saoudite, qui a un peu la main mise sur ce cours du brut, confrontée à de vraies difficultés budgétaires, finisse par revenir à la raison. Oui, l'Arabie Saoudite ou peut-être d'autres pays, mais l'Arabie Saoudite détient les clés du jeu, on le sait, et je crois qu'elle a intérêt, comme les autres, à le faire parce que on risque de la déstabilisation géopolitique et c'est pas bon. Et puis on est dans quelque chose qui est anormal. Avouons-le, aujourd'hui, en l'an 2016, un baril de pétrole, on sort du peak oil, on est presque au peak oil, un baril de pétrole à $30, ça n'a pas de réalité. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un jeu qui devient perdant. Personne ne gagne dans cette histoire-là. Donc si j'avais un vœu à formuler pour que ça aille bien pour tout le monde, eh bien c'est une remontée. Alors un pétrole dans la zone des 45-50, ça serait déjà une bonne clé pour y voir plus clair. Votre wishlist, Philippe? Pour un éconoclaste, c'est très compliqué. On a déjà fait le diagnostic depuis assez longtemps, à partir du moment où les banques centrales sont les grands marionnettistes et que la plupart des gérants sont bien contents de faire les pantins et de faire ce qu'on leur dit de faire et de faire ce qu'on les contraint à faire. Le problème, c'est que ça ne guérit pas l'économie, ce qu'au font les banques centrales. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet Raspoutine. Pourquoi est-ce que Raspoutine est devenu le médecin de la cour impériale? Tout simplement parce que le tsar Nicolas, il était hémophile. Alors on lui donnait de l'aspirine. Puis plus il allait mal, plus on lui donnait de l'aspirine. L'aspirine, c'est ce qui justement provoque les hémorragies. Et Raspoutine, qui était un petit peu au fait des propriété des plantes médicinales, a dit mais l'aspirine c'est probablement l'origine du problème, et il lui a donné des plantes au contraire qui amélioraient la coagulation du sang, et donc il est devenu le médecin du tsar. Or les banques centrales depuis 2009, où il fallait effectivement donner une bonne dose de morphine pour permettre aux malades de traverser la mauvaise passe, après on a continué d'injecter de la morphine et on continue et on promet qu'on va continuer. Il fallait arrêter. Dès que le malade était stabilisé, il fallait le remettre sur ses pieds et lui faire la rééducation. Donc il faudrait imaginer quoi? Vous avez envie que les marchés redeviennent de vrais marchés? C'est-à-dire que si on ne laisse pas les marchés redevenir de vrais marchés, de toute façon, ça va se passer. À un moment, il va y avoir une reconnexion du réel avec l'énorme masse d'1 million de milliards de dérivés qui ne tiennent à rien. Ils ne tiennent surtout pas par la croissance. Elle n'existe plus. Donc, le jour où la valeur des actifs se reconnecte à la réalité, c'est l'explosion générale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas très très bien comment on va l'éviter. L'effet Raspoutine, on est allé trop loin. Il fallait arrêter l'aspirine, aller en 2010, et on a décidé de doubler la dose en 2012, QE1, QE2, QE3 et maintenant QE Infinity en Europe. Donc voilà. Et bien voilà, 2 wishlists de nos 2 spécialistes du jour. Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien, Sébastien Corchia pour Mescart Asset Management. Merci à tous les deux. Bonne fête de fin d'année. Intégral Placement, le face à face.